Encore une journée du TRT5 qui se termine, et non des moindres. Et non des moindres parce que cette année, vous l'aurez remarqué, nous avons décidé un truc de fou, nous avons ouvert la boîte de Pandore. Sale affaire, mais on n'est pas les seuls. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Je pense que tout le monde s'est posé des questions sur cette histoire des données de santé et des données épidémiologiques et des données d'une manière générale face à des constats qui ont été faits ces dernières années d'une insuffisance, de difficulté à avoir les bonnes données, à savoir à quoi se fier. Et donc, le TRT5 a décidé de travailler là-dessus, mais on n'est pas les seuls. Et donc, cette journée, c'était, je dirais, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Aïe. C'est un début. Je peux pas dire plus parce que c'est un début, parce qu'il reste tellement de choses à faire. On a déjà sorti un certain nombre de papiers de position. Je pense qu'on va continuer à le faire au fil du temps parce qu'il y a des tas de choses sur lesquelles qu'il faut étudier et qu'il faut se prononcer. Et cette journée, effectivement, était pour nous l'occasion comment dirais-je, d'accélérer un petit peu le mouvement en quelque sorte en proposant à tous les acteurs qui nous permettent de comprendre un peu les choses de venir s'exprimer et de venir nous donner des avis. Alors si je classe un petit peu les choses, en fait on avait trois types de sujets de discussion dans cette journée. Le premier, c'était ce matin, c'était le recueil des données, c'est la première chose. Et sur le recueil des données, effectivement, il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui marchent plus ou moins bien. Florence Lott a bien exprimé la complexité du recueil des données épidémiologiques, les difficultés qu'il y a. Je pense que le CNS, dans un avis qui devrait être rendu fin octobre, en remettra une couche en donnant quelques préconisations sur ce que le CNS pense de la déclaration obligatoire et de ce qu'il faut en faire. Quand je disais qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que le sujet était vaste, effectivement, le CNS a fait la même chose et commence par la déclaration obligatoire, mais commence par là parce qu'il a fallu assez peu de temps pour se rendre compte qu'on ne pouvait pas traiter de tout en la matière. Et on l'a bien remarqué. On l'a bien remarqué parce que, effectivement, rien que sur cette histoire, à la fois du recueil de données, à la fois des bases de données, à la fois de la façon dont tout ça fonctionne et s'articule, rien que pour appréhender la question de comment ça marche, il faut déjà pas mal de temps. Et il faut déjà faire sérieusement fonctionner ces neurones. J'espère que ça vous a servi, tout ce que l'on a appris aujourd'hui, ne serait-ce qu'à commencer à comprendre un petit peu comment les dispositifs fonctionnent. Et puis, cet après-midi, on a essayé de dire, c'est pas tout, maintenant, une fois qu'on a les données, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, je dirais qu'on ouvre la deuxième boîte de Pandore, en quelque sorte, parce que qu'est-ce qu'on en fait? C'est s'attaquer à un problème difficile. C'est qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire? Qu'est-ce que les personnes à qui appartiennent ces données, en fin de compte, veulent bien que l'on fasse de cela? Et par ailleurs, qu'est-ce que l'on a besoin en matière de traitement? Et c'est vrai que très souvent dans nos associations, comme dans beaucoup de lieux de discussion où on parle de ces sujets, on se rend compte qu'il y a effectivement une opposition qui a été quand même assez clairement établie aujourd'hui. Il y a une sorte d'opposition qui vient tout de suite, c'est l'urgence de disposer de données en masse, significatives, exhaustives, et analysées et bien traitées, et puis la protection des données des personnes. Et que très souvent, lorsqu'il nous arrive à nous autres membres du TRT5 représentants
nos associations dans les actions coordonnées de la NRS ou dans des projets de recherche, on entend les chercheurs qui se plaignent de la lenteur des autorisations administratives pour arriver à faire des choses. Vous savez, on a fait un truc fou. On a été voir la NRS, c'était l'année dernière, je crois, ou c'était déjà il y a 2 ans, je me souviens plus, le temps passe tellement, pour dire il faut absolument qu'on refasse l'enquête Vespa. Et puis, hop, on s'est lancé, youpi, on a travaillé dessus et tout. Et puis, qu'est-ce qu'on a attendu le plus? Les autorisations de la CNIL pour pouvoir faire l'enquête Vespa. Et là, on est dans un paradoxe, parce que qui remettrait en cause la protection des personnes? Et en même temps, on se retrouve à être en train de se plaindre parce que les choses ne vont pas assez vite. Ça fait partie de ces gros paradoxes sur cette histoire des données, la protection des données, le fait d'informer correctement les gens, et on se rend bien compte qu'il faut que ça fait partie, et ça a été assez bien expliqué par notre ami de Reynalou, que faire participer les personnes à la aux prises des décisions qui les concernent et à la construction de projets de recherche est quelque chose d'extrêmement motivant et permet de faire des choses qui vont là où on voudrait que ça aille. Mais en même temps, on se heurte nous-mêmes à nos propres contradictions, c'est-à-dire qu'en même temps, on se heurte aussi aux lenteurs administratives et aux réglementations qui rendent parfois les choses pesantes et difficiles. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, au passage, vous aurez noté cette remarque qui a été faite, que nos données de santé sont mieux protégées en Europe qu'ailleurs dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il en est, je pensais notamment, ça me faisait penser à Dominique Sagliola et à la base française hospitalière, qui a des collaborations internationales et dont certaines sont simplement en panne parce qu'on a un problème de partage des données avec des pays qui sont considérés comme bah oui, mais on ne sait pas si on va partager les données de nos petits malades français avec eux parce qu'on n'est pas sûr de la protection des données. Mais oui, mais ces collaborations internationales, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose dont on a vraiment besoin? Parce que parfois, quand on multiplie le nombre de gens dans une cohorte, on obtient des résultats qui sont plus fins, plus subtils, plus complets, plus exhaustifs en quelque sorte. Et voilà, une fois de plus, on est coincé entre ce que l'on voudrait et ce que l'on peut faire. Et puis, il y a une troisième chose que l'on a eue dans cette journée, c'est qu'on a essayé comment dirais-je, de mettre un point focus pour essayer de regarder dans la pratique ce que l'on avait essayé de comprendre dans les principes pouvait se faire. Alors ce matin, on a parlé de l'allaitement et des difficultés qu'il y a pour un groupe d'experts à essayer de rendre des décisions qui soient, comment dirais-je, qui soient conformes, acceptables par ce que l'on attend en matière d'évolution. Et puis les données de recherche que l'on a, parce que c'est un vieux problème que l'on a dans les groupes d'experts, c'est qu'on est censé rendre des décisions dans les groupes d'experts basées sur des résultats, sur des preuves scientifiques irréfutables, pour ainsi dire. Plus ou moins d'ailleurs, parce qu'on a droit à une gradation, on n'est pas obligé que tout soit basé sur les modèles les plus solides. Mais il n'empêche, il y a des moments où il y a des recommandations que l'on ne peut rendre qu'en étant un avis d'expert en quelque sorte, et pas nécessairement basé sur des preuves scientifiques absolument irréfutables, précisément parce qu'on se rend compte que c'est presque impossible. Vous savez, on a parlé aussi, c'était l'autre sujet du même genre, le TPE. On n'a jamais eu de preuves scientifiques irréfutables de l'efficacité du TPE. Pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas éthique de monter un essai. Non, mais vous imaginez qu'on fait un essai de TPE, alors il y a des gens qui reçoivent le TPE et les autres ils reçoivent un placebo. Non, mais
ça va quoi. C'est une question qui s'est posée dans les années 90 et où tout le monde a dit, ben ouais, mais non, on ne fera jamais ça. Et donc, tout ce qui s'est monté en termes de recherche et tout ce que l'on a comme résultat d'efficacité sur le TPE sont des résultats indirects. Mais on n'a jamais eu de preuve irréfutable. D'ailleurs, j'ai même entendu notre cher ami du ministère de la Santé dire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'AMM pour le TPE. Le TPE n'a jamais eu d'AMM parce qu'il n'y a jamais eu de preuve et qu'aucun laboratoire pharmaceutique ne peut déposer une demande d'AMM pour un TPE. C'est déjà depuis les années 90, je ne sais plus très bien de quand ça date, c'est effectivement une circulaire ministérielle qui a autorisé le TPE, mais ce n'est pas quelque chose qui est basé sur des preuves irréfutables. Et puis le dernier, alors désolé, mais je sais, on a fini la journée en mettant le moral à zéro de tout le monde, en disant, alors, même quand on a des preuves, eh ben, on ne fait pas. La prison. Bon, la prison, c'est bien connu, c'est la 5e roue de la charrette. Non, c'est même pas la 5e roue. C'est la roue cassée, crevée, qu'on a mis dans le coffre parce qu'il faut qu'on aille la faire réparer, mais qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est ça, la prison. Et alors là, par moments, les bras m'en tombent, quoi. Je veux dire, quand vous vous rendez compte qu'on recueille des données en prison, qu'elles franchissent éventuellement, alors elles sont plus ou moins bien recueillies parce que, comme partout dans le système sanitaire, mais encore plus en prison, ben, il faut des gens pour faire ce travail qui sont évidemment en général en sous-effectif, qui n'ont pas forcément toujours le temps de recueillir ces données, mais le pire c'est que ces données aboutissent, quand tout va bien, dans un placard de l'ARS et de préférence n'en bougent plus. Résultat de l'opération, quand on dit qu'on n'a pas de données sur les prisons, en réalité, elles existent quelque part. Mais simplement, c'est venu à personne à l'idée d'organiser un circuit de recueil et de concentration de ces données de manière à ce qu'on ait plus de données que de temps en temps, une fois tous les 20 ans, une enquête comme ça a été le cas de Prévacard. Mon Dieu, qui remonte à quand? Ouh là là! Ça doit faire 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Mais voilà, et aujourd'hui encore, on se base sur les résultats de l'enquête Prévacard qui a été montée en prison par des gens qui ont fait un travail fantastique. Aujourd'hui encore, on se base sur ces résultats-là en disant « Oui, ils sont peut-être plus tout à fait vrais parce que quand même, ça fait pas mal de temps qu'on a fait. » Mais on n'a jamais refait. Et effectivement... la RDR en prison, c'est quand même l'exemple le plus terrible qui soit, simplement parce que, voilà, on a des textes, on a des preuves, et personne ne bouge. Donc, malheureusement, c'est là-dessus qu'on a terminé, c'est là-dessus que je terminerai aussi, pour espérer que, malgré tout, tout ça vous a passionné, et que cette journée a été le début une pierre dans nos réflexions sur la question des données épidémiologiques scientifiques qu'il nous faut pour être capable de continuer le combat, et que j'espère vous avez apprécié cette journée. Et que vous viendrez sûrement à la journée de l'année prochaine, dont on n'a encore aucune idée de sur quel thème on va l'organiser, mais comme d'habitude, on le fera autour d'un verre tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas. J'espère que, en tout cas, que vous avez été content d'être là aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne rentrée et à l'année prochaine.